Mesdames, Messieurs, bonjour. On est à la fin du mois de septembre, puis au début du mois de novembre, il va y avoir quelque chose de très important aux États-Unis, les élections présidentielles. Et pour nous en parler, qui de mieux que mon ami Vincent Blais? Bonjour, Vincent. Bonjour, Pierre. Il fallait que je t'invite pour parler des présidentielles, hein? Merci. Comment ça va sortir? On commence par quoi, là? C'est le 3 novembre, hein? C'est le 3 novembre, puis c'est, oui, des élections présidentielles, mais il y a autre chose. Donc, on va voir un peu, parce que les Américains, quand on regarde leur bulletin de vote, là, c'est pas un petit bulletin qu'on plie en accordéon comme chez nous, là, c'est des grandes feuilles, parce qu'on vote pour beaucoup de personnes. Bon, tout d'abord, le président. Donc, juste un rappel pour les gens. C'est pour un mandat de 4 ans. Mandat de 4 ans, c'est ça. Qui commence toujours le 20 janvier. Okay? Normalement, c'est la règle. La règle d'investiture, c'est toujours le 20 janvier. Donc, là, ça va être le 20 janvier 2021 que son mandat va commencer officiellement. Le prochain président. Futur, oui, c'est ça. Ou réélu ou élu. Celui qui sera élu. Et puis, aux États-Unis, c'est un petit peu différent. C'est un vote qui est indirect. C'est-à-dire que les gens votent vont voter soit pour Trump ou pour Joe Biden. Mais les votes vont être comptabilisés selon le nombre de grands électeurs. C'est-à-dire que chaque État a un nombre d'électeurs, de grands électeurs déterminés selon sa population. Et ce qui fait que, par exemple, la Californie qui en a 55, et ainsi de suite, puis d'autres États comme le Vermont qui en ont 3. Et ensuite, c'est la majorité des votes dans chaque État. Donc, si, par exemple, la Californie est remportée par une majorité de démocrates, donc, 55. Les 55 s'en vont à Biden. Okay. Si un autre État, le Texas, est remporté en majorité par les républicains, ça va à Trump, et ainsi de suite. Okay. Et l'objectif, il y a 538 grands électeurs, c'est de remporter 270 sur 538. Ben oui, pour un ou deux de plus que la majorité. C'est ça. Ici, on arrive à 50-50. Donc, oui, c'est un de plus, effectivement, je veux dire, oui, tu as raison. Donc, à 270 grands électeurs. Et donc, ça, c'est pour le président. On va aussi élire en même temps qu'on va élire le président, on va élire également le Congrès, qui se divise en deux chambres. La Chambre des représentants, qui est un peu l'équivalent de nos députés fédéraux. Il y en a 435. Ils sont tous réélus d'un coup, OK? Pour un mandat de 2 ans. Puis les sénateurs, il y en a 100, mais eux, la Chambre est renouvelable du tiers. C'est tiers. Le tiers. Il y a 33 sénateurs, bon, plus 2 cette année parce qu'il y avait des démissions, mais le tiers qui va être réélu et, pour un mandat de 6 ans. OK. OK, alors tiers, ça fait 6 ans. C'est ça, oui. Et on arrive ensuite, on a les gouverneurs qui sont à peu près l'équivalent de nos premiers ministres provinciaux. Donc, ce sont les dirigeants de chacun des États. Il y a 13 gouverneurs. Puis après ça, il y a quantité là, de shérifs, de postes administratifs qui vont être élus, des représentants, les sénateurs des chambres législatives des États, les postes de maire, conseils municipaux. Bref. Donc, vous comprenez pourquoi que les bulletins sont si grands. Ça c'est ce qu'on va avoir lors de l'élection. C'est ça pourquoi les Américains vont voter. Bon. Ensuite, les candidats, c'est sûr, tout le monde a entendu parler de Donald Trump, comment faire autrement. Si vous vous intéressez un peu à la politique. Lui qui est président sortant. C'est ça. Si vous vous intéressez un peu à la politique. Et qui représente le Parti républicain. C'est ça. Et il a 74 ans, puis un vice-président, qui est son colistier, qui est le même qu'il avait actuellement, qui poursuit pour un autre mandat. Oui, il demande un nouveau mandat, Mike Pence, qui lui a 61 ans, l'ancien gouverneur de l'Indiana. Donc ça, c'est les deux pour les républicains. C'est les deux qui étaient là présentement, puis qui demandent d'avoir un nouveau mandat parce qu'aux États-Unis, ils peuvent être élus un deuxième mandat de 4 ans, mais pas plus. Mais pas plus. C'est 2 mandats, pas plus. C'est ça. C'est la Constitution qui dit ça. Après ça, du côté des démocrates, l'autre parti dominant aux États-Unis, on a Joe Biden. Joe Biden, il est là depuis longtemps. C'est un vieux routier de la politique américaine. Il a été sénateur pendant 36 ans, de 73 jusqu'en 2009, si je ne me trompe pas. Oui, 2009, c'est ça. Il a été aussi vice-président de Barack Obama, donc le prédécesseur de Donald Trump, de 2009 jusqu'à 2017. Il a une très longue expérience. Puis c'est lui qui a remporté
l'investiture démocrate. OK? Donc, c'est parmi tous les candidats qui s'étaient présentés pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est lui qui l'a emporté face à Bernie Sanders. Les gens se rappellent un peu, s'était présenté contre Hillary Clinton il y a 4 ans plus tôt, qui avait fini deuxième. Puis là encore, cette année, il a terminé deuxième, mais là, ça a été un peu particulier, parce qu'avec la pandémie, il n'y avait plus moyen de faire des rencontres, des meetings politiques. Ce qui fait que, bon, comme Biden avait une longueur d'avance, bref, Sanders, mathématiquement, là, ne serait pas arrivé à combler l'écart. C'est Biden qui, au mois d'avril, s'est retrouvé officiellement là, le candidat. Puis, je dis officiellement, qui est devenu candidat, puis officiellement, ça s'est fait il y a quelques semaines au mois d'août, pendant la convention démocrate. Okay. Et pendant cette convention-là, juste avant, il a désigné une colistière qui deviendrait vice-présidente si elle était élue. C'est Kamala Harris, qui est beaucoup plus jeune que lui, parce que c'est... Lui, il a 77, hein? Il va avoir 78 en plus le 20 novembre. Ah bon. Et, étant donné son âge, il a déjà annoncé qu'il ne solliciterait qu'un seul mandat de 4 ans, qu'il ne ferait pas 2 mandats, même si la Constitution le permet. Aussi, étant donné que le fait que plusieurs commencent à mettre en doute ses capacités cognitives, c'est-à-dire que des fois, il est un peu mêlé, là. C'est pas pour faire de l'argiste, là, mais c'est vraiment... quand il se présentait à l'élection actuelle, il parlait d'élection sénatoriale, alors qu'il était là pour... Présidentielle, c'est pas la même chose. Une petite nuance. Oui, mais des fois, il fait des gaffes plus grosses que ça. Son surnom, c'est Joe Lagaffe. Puis, comme Donald Trump aime donner des surnoms à tout le monde, il appelait Joe Biden, il l'appelle toujours Joe l'endormi. C'est toujours très, très délicat de sa part. Et, bref, ce qui arriverait, parce que dans la Constitution, si jamais Biden ne terminait pas son mandat, sa vice-présidente pourrait occuper d'office la place. Okay? C'est comme ça que on fait la transition. Oui. Et elle a 55 ans. Et est-ce qu'on peut dire que le choix est très stratégique? Parce que, c'est une femme, puis 2, c'est une femme de couleur. Oui, c'est ça. C'est vraiment fait pour compléter. C'est vraiment une équipe qui se complète. Biden et elle, c'est vraiment fait de cette façon-là. Son père est d'origine... Oui, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il l'a choisi, elle, c'est pas parce qu'elle est une femme et qu'elle est noire. C'est parce qu'elle était capable de le faire aussi. Là. Elle a les compétences pour ça. J'arrivais à ça. Ouais, non, mais je ne voudrais pas que les gens pensent... Non, je comprends. C'est ça. Bon, parce qu'elle avait un beau sourire. Puis non, oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Non, mais le but de l'exercice, généralement, le vice-président, il cherche un candidat qui va pouvoir compléter, aller lui chercher d'autres votes, OK? Combler ses lacunes. C'est le cas pour Biden. Généralement aussi, et là, c'est le contraire de ce qu'on voit, le président essaie de se trouver un candidat qui ne fera pas trop ombrage. Exemple, Trump, avec sa personnalité très extravertie, et Pence, qui est très réservé. Là, c'est un petit peu le contraire. Parce qu'elle, c'est sûr qu'elle est très photogénique, elle a tout un discours, elle est très articulée, c'est une ancienne procureure générale, donc l'équivalent de ministre de la Justice de Californie, et aussi sénatrice de la Californie actuellement. Bref, elle a tout un bagage, capable de se défendre. C'est quelqu'un qui a aussi une position très modérée, centriste, parce que, rappelez-vous, là, si on recule de 6 mois, là, ce qui déchirait beaucoup le Parti démocrate lors de l'investiture, c'était les radicaux, comme Bernie Sanders, comme Elizabeth Warren, et les modérés, OK? Et là, on essayait, le Parti démocrate essayait de trouver le candidat qui allait rallier le plus grand nombre de personnes. Biden s'est élevé au-dessus de la mêlée. Kamala Harris est dans la même lignée que lui. Okay? Puis, bien entendu, avec tout son bagage, si jamais, comme je disais, Biden devait céder sa place pour des raisons de santé ou quoi que ce soit, elle pourrait prendre dès le lendemain là, les fonctions sans problème. Donc ça, c'est un gros avantage pour elle puis pour le Parti démocrate. Oui, bien, c'est pour ça que j'insiste, parce que là, c'est une femme, elle est de couleur, mais ça n'a rien à voir. Elle a les compétences. Oh, c'est clair. C'est comme c'est quelqu'un vraiment qui est là, qui est fait, effectivement, qui est taillé pour le poste. À la convention, là, elle a fait une intervention. Là, c'est une dame articulée. Charismatique. Oui, vraiment, elle a tout ce qu'il faut. Bon. Et là, présentement, ce qui revient souvent là, sur les réseaux sociaux, sur les panels, puis aussi parmi les spécialistes des affaires américaines, c'est comment est-ce que
va se dérouler la transition au soir du 3 novembre. C'est-à-dire, tout dépendant du résultat, il y a déjà des groupes de démocrates et de républicains opposés à Trump qui questionnent, qui soulèvent des problématiques importantes. OK? Ah ben, Oui, vas-y. à la 2460 à Radio-Canada, il y a une professeure de l'université, Mme Elisabeth Vallet, qui, je pense qui est de l'Institut de recherche là, Raoul Dandurand, là, oui. sur les États-Unis. Puis elle a dit qu'elle, après les élections, attendez-vous à avoir du grabuge. Est-ce que c'est dans ce sens-là que... Tout à fait, c'est là qu'on s'en va. Parce okay. qu'effectivement, Trump, ben, on le sait, il ne s'est jamais excusé pour rien, puis il tord le cou à la vérité. Puis, je veux dire, c'est simplement de façon objective. On prend les faits, là. Il y a des sites Internet qui s'amusent seulement à compiler le nombre de mensonges qui s'accumulent après chaque jour, chaque campagne. C'est rendu en question de milliers, là. OK? Qu'est-ce qui va se produire? C'est que les 4 scénarios qu'on est en train d'évaluer, c'est si Joe Biden l'emporte de façon éclatante, s'il y a une victoire serrée, si Donald Trump l'emporte au niveau du collège électoral, c'est-à-dire qu'il obtient plus que 270 grands électeurs, mais qui perd le vote populaire, un peu comme en 2016. En 2016, Mme Clinton, elle avait eu plus de votes que lui. 2 millions de plus, mais à cause du jeu des États, il y avait un plus grand nombre d'États, surtout des États qui avaient un plus grand nombre de grands électeurs, qui avait fait en sorte que c'est Donald Trump qui l'avait remporté, puis quand même avec une bonne marge. OK? Ça, c'est le troisième scénario. Et le dernier, ben, on a une victoire éclatante, décisive de Trump. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, mis à part le premier scénario où Biden l'emporterait là, sur tous les fronts, dans les 3 autres cas, on s'attend à ce que la transition au niveau du pouvoir, parce que comme je vous disais, le 20 janvier, celui qui perd doit céder sa place à l'autre. OK? Il vide le bureau. Entre le 3 novembre et le 20 janvier. Ben, même le matin du 20 janvier, c'est tout un... Il y a une équipe, là, comme des équipes de déménageurs, comme vous ne verrez jamais, là, mais quand le président part pour son investiture, pendant qu'il est en train de faire son discours, on vide le bureau puis on installe le matériel de l'autre. Quand le nouveau revient après le meeting qui a duré quelques heures, c'est maintenant le bureau du nouveau président. C'est pour vous dire comment ça va vite, là. Ça, c'est dans la normalité des choses. C'est la normalité. Mais en 230 ans d'histoire, on s'attend à ce que ça ne se fasse pas de façon paisible. Que Trump ne cède pas le pouvoir, qu'il trouve des moyens d'essayer de s'accrocher au pouvoir. Ça, c'est ce qu'on voit. Puis déjà, là, il annonce ses couleurs. Il dit déjà que l'élection de 2020 va être la plus corrompue de l'histoire. Je base sur quoi pour dire ça? C'est un fait tout à fait gratuit. Mais c'est ce qu'il lance. Ensuite, il conteste beaucoup le vote par la poste. Les Américains peuvent voter par la poste, puis dès maintenant, là. Okay? Oui, c'est vrai. On l'entend depuis plusieurs semaines. Ça se fait depuis la guerre de sécession. Ça ne date pas d'hier. Et ça s'est toujours fait de façon normale, sans accroc, sans fraude. Mais lui, il dit que le vote par la poste, c'est un vote qui va être frauduleux. Pourquoi? Ben, quand on analyse un peu la façon dont les démocrates et les républicains votent, on se rend compte que 55% des électeurs démocrates pensent voter par la poste parce que eux, les questions de distanciation sociale, la COVID-19 et tout ça, ils y croient. Donc, ils ne veulent pas aller se placer en file pour aller voter. Ils veulent envoyer leur bulletin de vote par la poste. Alors que les républicains, c'est seulement 15% des républicains qui pensent voter par la poste. Et eux, ben, il y en a, surtout ceux d'extrême droite, qui n'y croient pas du tout. Ils voient, c'est un peu comme notre mouvement anti-masque ici, là, ils voient seulement là-dedans une façon de brimer leur liberté. Et comme Trump est au courant de ces statistiques-là, il a déjà commencé à couper les budgets de la Poste, diminuer le nombre de machines trieuses, le nombre, interdire les heures supplémentaires, bref, ralentir suffisamment le processus postal pour qu'il y ait des votes qui ne soient jamais acheminés. Okay? Et comme par hasard, ils viennent nommer quelqu'un à la tête des postes aux États-Unis. Le grand patron. Et c'est un républicain. Oui, oui. Donc là, on voit déjà le jupon dépasse. Là, OK? Déjà, il annonce ça. Mais aujourd'hui, il a fait quelque chose d'encore plus contestable. En tout cas, à tout le moins, ça a soulevé un tollé. C'est que, comme il dit depuis le début, le système de la Poste ne sera pas capable de fournir, c'est frauduleux. Mais il dit à ses électeurs républicains, à ses partisans,
votez 2 fois. Votez par la poste. Puis, ensuite, vous irez voter en personne au bureau de scrutin. Comme ça, si le système est efficace, ben, ils vont le voir tout de suite que vous avez déjà voté. Si votre bulletin est déjà rentré, vous ne pourrez pas voter. Autrement, vous allez être assuré au moins de voter une fois. Alors, imaginez, là, c'est contre tout ce qui s'est jamais fait dans le passé. Ben, bref, et les gens décrivent c'est les déclarations à la Trump, là, déclarations intempestives, puis bon, qui ne reposent sur rien, malheureusement. Trump, dans tout ça, il cherche tout le temps à diminuer le nombre de votes démocrates, OK, au profit de ceux de sa base, parce que les gens de sa base, là, le 30-35%, qui sont vraiment là, des fans finis des inconditionnels. Conditionnels de Trump, eux, ils vont aller voter pour lui, c'est sûr qu'ils vont aller voter. Mais il y en a d'autres. Trump essaie toujours de diminuer partout où il peut l'impact du vote démocrate. Un autre exemple, dans certaines villes à majorité démocrate, il réduit le nombre de bureaux de scrutin, ce qui fait que maintenant, il y a des gens qui doivent, au dernier scrutin, ils devaient attendre 8 heures, faire les files pendant 8 heures avant d'aller voter. Fait qu'imaginez, les gens se découragent puis ils vont pas. Ensuite, avec la pandémie, on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue, sont plus capables de payer leur loyer, leur maison. Là-dessus, là, sur les 40 millions d'Américains qui sont concernés, il y en a 80% qui sont des Afro-Américains et des Latinos qui votent d'habitude majoritairement pour les démocrates. Et il y a une règle nette, claire pour le vote. Si vous n'avez pas de domicile fixe, si vous n'avez pas d'adresse permanente, vous ne pouvez pas voter. Encore là, vous venez d'éliminer quantité d'électeurs potentiels pour les démocrates. Autre chose, et pas la moindre, on a vu tout le monde les révoltes et les émeutes qui ont eu lieu face, par exemple, avec George Floyd. Ah oui, oui, c'est ça. Et plus récemment, à Kenosha, au Wisconsin, les émeutes raciales, la police qui a agi, qui a blessé des Noirs. À chaque fois que ça se déroule dans des villes à majorité démocrate, Trump envoie des policiers fédéraux. Il en a envoyé jusqu'à 75 000 pour dire... Les maires démocrates ne sont pas capables de rétablir la paix et l'ordre. Moi, je vais m'en charger. Moi, je me porte comme garant de la loi et l'ordre. Donc, il crée un sentiment de peur chez les républicains en disant « Vous vivez dans des villes qui ne sont pas sécuritaires, mais moi, je vais m'en charger. J'envoie, je fais ce qu'il faut pour régler le problème. » Et plus troublant encore, certains spécialistes pensent qu'au moment du dépouillement du vote, ils pourraient se servir de ces policiers-là pour aller superviser le dépouillement. Puis, en même temps, intimider le personnel, influencer le résultat final. Ça s'était déjà fait dans les années 60, dans les années de ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. Et c'est des vieilles pratiques là, de tordage de bras qui pourraient revenir. Ça, c'est encore quelque chose qui est assez effarant. Donc, finalement, d'habitude, aux États-Unis, il y a à peu près 50% des électeurs qui se présentent. On parle à peu près de 130 millions, 140 millions de gens qui vont voter. Le taux de participation est faible aux États-Unis. Mais avec toutes ces mesures-là, pour atténuer le vote, il y aurait seulement 80 millions d'électeurs qui se présenteraient. Et ça aurait pour effet de créer une distorsion parce que là-dedans, il y aurait beaucoup plus de républicains que de démocrates. Donc, Trump pourrait, de cette façon-là, essayer de gagner ces élections. Ça, c'est un des scénarios. Et ensuite, si jamais il ne gagne pas, il peut contester par des moyens légaux, extra-légaux. Il pourrait crier encore là la fraude. Et là, bon, on l'a vu, il y a des ministres d'extrême droite qui l'appuient. Et ces ministres-là armés pourraient débarquer, puis encore là, créer du grabuge. Il y avoir des manifestations qui tournent au vinaigre. Vous voyez, ça va assez mal. Même certains pensent qu'il pourrait essayer de créer une dynastie familiale. Si lui n'a pas la santé, parce qu'il a 74 ans, s'il n'a pas la santé pour poursuivre, il pourrait décider de céder le pouvoir à sa fille. À sa fille ou à un de ses fils, parce que un de ses fils, Donald Jr., n'a pas caché ses ambitions de se présenter. Il a un intérêt pour la politique. Et finalement, ce que les gens craignent le plus, c'est un écroulement, un effondrement là, complet du système politique américain. C'est là qu'on pourrait aller. C'est vraiment... c'est le scénario apocalyptique qu'on imagine. Il y a eu les deux conventions là, dans des circonstances un petit peu particulières. Là. Mais M. Trump, il s'est même servi de la Maison-Blanche pour faire sa promotion. Est-ce que c'était pas une première, ça? C'est interdit. Normalement, la Maison-Blanche ne doit pas servir à faire la promotion d'un parti ou de l'autre. C'est un lieu qui est considéré comme neutre.
mais Trump fait toujours fi il se moque tout le temps des règles, OK? Quand ça ne l'avantage pas, il triche. Vous avez peut-être vu aussi les déclarations de sa sœur. Sa sœur, qui était une juge fédérale respectée, elle a été enregistrée à son insu. Puis c'est sa fille qui a rendu public les enregistrements, qui disait que son frère était cruel, que son frère, bon, comme on le sait, narcissique, puis qui triche, qui arrivait à tous les moyens pour gagner. La preuve, il avait payé quelqu'un pour aller faire les examens à l'université à sa place quand il était jeune. Et ça, c'est... Puis n'oubliez pas que Trump a fait 6 faillites aussi, hein? Puis il n'a jamais donné ses... Il n'a jamais produit ses déclarations d'impôts. Il les a contestées. Jamais rendu public, parce que c'est loin d'être un bilan reluisant, bien au contraire, mais ça manque de commerce. Il se présente comme un gagnant, comme quelqu'un qui peut tout arranger, puis quand les faits ne l'avantagent pas, ben, il les change. Oui. Ou il contourne les règles. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, si on veut, là, au début de la puis qui s'est présenté comme candidat potentiel pour représenter le Parti républicain. Tout le monde disait, ben non, c'est un bouffon, ils passeront pas. Puis finalement, non seulement ça, il a passé là, puis il est devenu président des États-Unis. Les républicains, là, il doit y en avoir du monde. C'est pas parce qu'ils sont républicains qu'ils sont pas intelligents. Bien, il y en a plusieurs, comme je disais. Ceux qui ont élaboré les scénarios dont je vous parle, les scénarios catastrophes, là, c'est un groupe de démocrates, mais aussi des républicains qui vraiment se disent que cet homme-là a absolument pas les compétences pour être président, qui, lui, fait un tort incroyable à l'image des États-Unis, aux États-Unis, puis dans le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aime ou pas les Américains, puis ça, on sait, des fois, au Québec, il est comme tout dépendant qu'on soit un peu plus à gauche ou à droite. Il y a des gens qui adulent, pour eux, là, les États-Unis, c'est le monde parfait, c'est le paradis, puis il y en a d'autres qui, au contraire, c'est l'empire du mal. Mais entre ces deux extrêmes-là, il faut quand même être capable de reconnaître que les États-Unis, c'est une démocratie, et c'est un modèle, ça faisait un contrepoids à des pays comme la Chine, la Russie. Et là, quand on voit Trump, qui est copain-copain avec ces gens-là, encore là pour toutes sortes de raisons, des fois obscures, des fois pour ses propres intérêts, ben, tu dis, on est loin, là. La caution morale américaine, là, elle n'existe plus, là. Puis les alliés traditionnels, là, Canada, États-Unis, Canada, les États d'Europe, l'Union européenne, puis beaucoup de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ils se reconnaissent plus. Ils disent, on n'ose plus se parader avec cet homme-là parce qu'il insulte, tu sais. Il insulte, il dénigre. Puis nous, on prend juste le Canada, qui est un allié naturel des États-Unis. Il n'arrête pas de nous placarder encore avec l'aluminium. Ben il continue. Et là, toujours selon les experts, c'est parce que les États où il y a de l'aluminium, ben, il veut aller chercher des votes. Alors, c'est toujours en fonction de sa réélection. Oui, bien effectivement, c'est qu'on vient juste de négocier un nouvel accord de libre-échange, hein? L'accord de libre-échange États-Unis-Mexique, hein, la CEUM. Et là, ça vient de se terminer et oups, on reconteste. OK? Le bois d'œuvre, c'est pareil. Là, on a encore gagné devant les tribunaux, mais il ne gênera pas pour relancer encore une bataille juridique si ça fait son affaire. C'est toujours, depuis qu'il a été élu et qu'il est en fonction depuis 2017, Trump ne fait qu'agir en fonction de sa réélection. C'est ce qu'il faut comprendre. Il agit toujours en fonction, il parle pour sa base. À chaque fois qu'il y a des déclarations qui parlent de Hillary, l'escroc, donc son ancienne adversaire, quand il dénonce, il parle de Joe l'endormi, quand il dit que Kamala Harris est une méchante femme, c'est toujours, parce qu'il parle à sa base, parce qu'il veut pousser ces électeurs-là à aller voter. Comme je disais, quand il y a les émeutes dans les grandes villes démocrates, encore là, on envoie les troupes fédérales pour pour susciter un climat de peur, pour que les gens votent, pour que ce soit l'apocalypse, pour dire c'est moi qui vais vous sauver. Ouais. Puis dans la ville, là, tu l'as nommé tout à l'heure. Kenosha, au Wisconsin. Il est allé, et puis il a vanté le travail des policiers. Mais il n'a pas rencontré la famille, alors que Biden a rencontré la famille du gars qui s'est fait poivrer dans le dos. Là. C'est ça. Ben, effectivement,
Biden se veut beaucoup plus rassembleur, puis il dit vraiment que la fonction de président transcende la personnalité, alors que Trump, on voit juste sa personne, ses tweets, ses commentaires. On a vraiment deux visions de l'Amérique, des États-Unis, qui s'affrontent. Et c'est là où, justement, il y a une fracture très forte. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait une portion des électeurs républicains plus modérés qui votent Biden ou qui s'abstiennent. Mais s'il faut arriver avec un vote serré, c'est clair que ça va être contesté. C'est clair que ça va brasser aux États-Unis, là. La transition, là, on va en avoir pour des mois à en entendre parler. Là. C'est clair, c'est clair. Bon, alors écoute, c'est pas rassurant, j'aimerais ça vous dire, tout va bien aller. Hein, mais comme pour la COVID, ça va bien aller, mais là, oui. Pour ben, écoute, là, Vincent, là, je te le dis tout de suite, je te réinvite, disons vers la fin de novembre. OK, merci. On va voir les résultats, puis on va voir comment ça se comporte aux États-Unis. Tu es d'accord avec ça? Très bien, pas de problème. Bon, alors, je vous le dis, là, Vincent va nous revenir, puis on parlera. Puis, j'ose pas te demander tes prédictions, parce que... On ne sait pas. On ne sait pas. Hein? C'est trop dur. C'est trop dur. Ben, je te remercie beaucoup, Vincent. De rien. Très instructif, très intéressant. Et vous, bien chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.